je vais me lever pour être bien vu et bien entendu. On me dit que ma voix ne porte pas toujours très très loin, alors peut-être que vous m'entendrez mieux comme ça. Il se peut qu'après une demi-heure, je fatigue un peu et que je m'assoie, mais je vais commencer comme ça. Alors, je tiens à remercier évidemment Gilbert Paquette et Denis Monnière. Denis Monnière qui, au nom de l'Action nationale, m'a proposé donc de contribuer un texte à la série Penser l'indépendance et qui a servi d'éditeur et qui, comme tout bon éditeur, m'a poussé à produire un meilleur texte. Et surtout à me limiter au cadre fixé d'avance, et ce qui ne m'a pas permis de couvrir tout le sujet. Et j'annonce donc à mon ami Robert Laplante, qui se trouve quelque part ici, que j'aurai sans doute une suite à lui proposer dans le courant de l'année. Je remercie évidemment aussi le MQI, le Mouvement Québec indépendant, pour avoir organisé ce débat qui me paraît essentiel et incontournable. Un débat qui n'a pas eu lieu dans le passé dans le mouvement indépendantiste. Un débat nécessaire. Je cite dans ma bibliographie un article qui a été percutant dans son temps, un article juridique publié au moment de la crise d'Oka par un juriste de l'Université McGill, donc en anglais, mais je traduis le titre parce qu'il est approprié. Les frontières de l'imaginaire juridique canadien. Alors, sa thèse, c'était qu'il fallait repousser ces frontières. Ce qui a été fait en partie depuis. Mais moi, je vous propose ce soir de repousser les limites de l'imaginaire indépendantiste québécois. Donc, en proposant une nouvelle conception des relations avec les peuples autochtones après la réalisation de l'indépendance du Québec. Je voudrais dire juste quelques mots sur mon parcours professionnel dans la mesure où c'est pertinent avec notre propos ce soir. Je corrige un petit peu, je n'ai pas fait partie de la Fédération de Jusso, mais j'ai quelques autres expériences professionnelles pertinentes. Comme Denis a mentionné, j'étais au Conseil exécutif du gouvernement du Québec en 1995. Je travaillais avec Louis Bernard, je lui servais qui était le secrétaire général du gouvernement, je lui servais de conseiller juridique. Dans un premier temps, en 1995, pendant 6 mois, on m'a demandé de rédiger un projet de constitution du Québec avec une équipe de fonctionnaires que j'ai animée. Après 6 mois, c'est-à-dire à l'approche du référendum, au début de l'été, on m'a demandé d'animer une autre équipe de juristes et de servir de conseiller juridique pour ce qui devait être l'équipe de négociation advenant un oui au référendum. Donc, j'ai travaillé d'abord sur un projet de constitution, ensuite sur un projet de traité économique avec économique avec le Canada. Ce qui m'a frappé dès ce moment-là, c'est l'absence de réflexion sur la question autochtone. On pouvait dire en 80 que cette question-là n'avait pas vraiment à être traitée. En 95, c'était déjà, je pense, difficile à éviter. Mais aujourd'hui, dans les développements récents, depuis 1995, c'est une question incontournable. On ne peut plus aborder maintenant l'indépendance. Je ne pourrais plus être conseiller juridique au Conseil exécutif du gouvernement du Québec au moment de l'accession à l'indépendance sans que la question autochtone soit une partie importante de mes préoccupations. Mais à l'époque, en 1995, la négociation allait être strictement économique et il n'y avait aucune préparation d'une discussion avec le Canada, en tout cas, sur la question autochtone. Je sais que néanmoins, M. Parizeau s'intéressait personnellement beaucoup à cette question. Alors, par la suite, j'ai travaillé dans le renvoi sur la sécession du Québec. Vous savez qu'il y a eu un ami de la Cour qui a été nommé, a vu l'absence du gouvernement du Québec devant la Cour suprême. L'ami de la Cour, pour représenter la perspective indépendantiste, j'ai servi de conseiller constitutionnel pour cet avocat, Maître André Jolicoeur. Mais encore là, la Cour suprême n'a pas abordé la question autochtone dans son jugement, qui encadrait ou précisait ce que serait le droit canadien advenant la souveraineté du Québec. Il ne l'a pas abordé malgré des demandes pressantes de plusieurs avocats qui représentaient les organisations autochtones.
Si bien que quand le jugement est sorti, le renvoi sur la sécession du Québec en 98, on était là, on était une cinquantaine d'avocats au dossier à la Cour suprême à Ottawa qui lisaient les grandes lignes du jugement. Il y a un politicien autochtone bien connu, que je ne nommerai pas, mais qui est venu me voir, qui m'a glissé à l'oreille, très déçu, en me disant « Il n'y a pas grand-chose pour nous là-dedans. Hein? » J'ai répondu « Il y aurait pu y avoir quelque chose, mais effectivement, j'ai dû convenir que la Cour suprême n'avait pas tenu compte, avait à peine effleuré ou mentionné dans un paragraphe, sans aucun contenu réel, la question autochtone. Donc, et ce que je l'explique dans mon texte, en passant, je ne sais pas combien d'entre vous ont pris connaissance de mon texte dans l'Action nationale, je vais y faire référence à l'occasion, bien sûr, mais dans mon texte, j'explique ça en disant que c'est pas étonnant parce que le droit canado-britannique n'a jamais reconnu les droits de souveraineté aux peuples autochtones. Donc, l'indépendance du Canada s'est faite sans tenir compte des droits autochtones. Et dans la vision canadienne, ce n'est pas, malgré les demandes pressantes des peuples autochtones, un sujet qui s'impose légalement au gouvernement du Canada, au moment de l'avènement de l'accession du Québec à l'indépendance. Je vais revenir là-dessus. Dernière expérience professionnelle, ou les deux dernières rapidement, j'ai été nommé à la commission du Nunavik par le gouvernement du Québec, donc une commission qui étudiait l'autonomie gouvernementale des Inuits. Son mandat a duré de 1999 à 2001. J'étais coprésident, j'avais un coprésident Inuit, et là, c'est là que j'ai vraiment pris contact pour la première fois avec la perspective autochtone. J'ai présidé des assemblées dans chacun des 14 villages Inuits. Et on parle beaucoup du Groenland ces temps-ci. Le gouvernement fédéral, tout en sachant que j'étais souverainiste, m'a payé un voyage au Groenland pour rencontrer les dirigeants là-bas. Et à l'époque, il y a 25 ans, on parlait déjà d'indépendance au Groenland. Donc, j'ai rencontré des dirigeants groenlandais, des dirigeants politiques groenlandais. Et la sous-ministre des Affaires étrangères du Groenland, une Danoise qui était très au fait de nos dossiers constitutionnels au Québec. Enfin, j'ai basculé complètement par la suite, après avoir fait donc une moitié de carrière au service du Québec, au gouvernement du Québec. Après la perte du pouvoir par le Parti québécois, j'ai sauté la barricade, comme on dit, et j'ai représenté les communautés autochtones devant les tribunaux contre Hydro-Québec, contre le fédéral, contre le Québec, contre les sociétés forestières dans les dossiers majeurs. Donc, ce qui m'a donné une toute autre perspective, évidemment, sur le Québec et sur les revendications autochtones en général et leur vision de l'avenir du Québec, advenant la souveraineté, bien sûr, mais aussi dans le cadre canadien. Alors, ce qui m'a donné, je dirais, la chance d'avoir des visions, de prendre contact avec des visions différentes du droit autochtone au Québec et au Canada. J'ai eu la chance d'être nommé le meilleur avocat en droit autochtone au Québec par mes pairs, je crois que c'est en 2008. Alors, mais je me suis évidemment éloigné de la pratique courante du droit depuis ce temps. Alors, mon texte, donc j'ai pris un peu de recul. J'ai digéré certaines de ces expériences-là et j'ai voulu, avec le temps, non seulement les partager, mais aussi contribuer à l'évolution du débat pour l'avenir. Donc, si je reviens à mon texte de ce soir, levez donc la main ceux qui ont eu la chance de le lire ou de le... Bon, environ la moitié. Alors, je vais pas le reprendre intégralement, mais je vais le reformuler de manière peut-être plus accessible pour le débat de ce soir. Alors, je vais le reformuler. D'abord, je vais vous présenter les 3 idées forces qui me paraissent les plus importantes. Ensuite, je reviendrai sur chacune d'elles un peu plus longuement. Alors, la première idée force, la première idée principale, si on veut, c'est une chose qui est claire pour le juriste, en tout cas, la plupart d'entre eux, mais qui est souvent oubliée, c'est que les questions juridiques relatives à l'accession à l'indépendance d'un État, ça ne relève pas du droit constitutionnel canadien, ça relève du droit international. Alors, ultimement, c'est le droit international, pas ultimement, directement, c'est le droit international pour qui ces questions-là sont centrales. Le droit international, depuis qu'il a été créé, l'un de ses problèmes fondamentaux à traiter et constamment et régulièrement, ce sont les règles entourant la création des nouveaux États.
Et ces solutions, ces règles-là, bien sûr, ont évolué avec le temps, notamment depuis 100 ans avec l'apparition du droit à l'autodétermination, qui n'existait pas dans le passé. Mais elles sont demeurées essentiellement les mêmes. Et donc, tout le débat sur l'application des règles constitutionnelles canadiennes à l'accession du Québec à la souveraineté, c'est un peu un débat secondaire du point de vue juridique. C'est un débat secondaire. Parce que ce sont les règles du droit international qui s'appliquent et elles prévalent sur les règles du droit constitutionnel. Donc, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la question suivante. Est-ce qu'il y a des règles de droit international relatives aux peuples autochtones qui viennent d'une façon ou d'une autre qui ont un impact important ou significatif sur l'accession du Québec à l'indépendance? Parce que ce qui est nouveau en droit international, surtout depuis le dernier référendum, depuis le nouveau début du millénaire, c'est l'émergence d'un droit international autochtone. Alors, donc, les règles classiques. Alors, la réponse est non à cette question-là, c'est-à-dire que malgré l'émergence d'un droit international autochtone, ces règles-là n'influent pas ou ne transforment pas de façon majeure ou significative les règles classiques du droit international sur l'accession à l'indépendance. Alors, ça, c'est la première idée principale. C'est le droit international qui mène, ce n'est pas le droit constitutionnel canadien. Et ce sont les règles classiques traditionnelles qui s'appliquent, malgré un renforcement du statut international des peuples autochtones depuis 25 ans, depuis le dernier référendum. Comme conseiller juridique en 1995, j'avais sur ma table l'avant-projet de la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. On savait que ça s'en venait, mais on ne savait pas que ça prendrait autant de temps. Ça n'a été adopté que 12 ans plus tard, en 2007. On savait qu'éventuellement, ça aurait un impact, mais on ne savait pas encore dans quelle mesure. Donc, on connaissait l'existence de cette future déclaration des Nations unies sans avoir son contenu définitif sous les yeux. Et on savait que le Canada, à l'époque, s'opposait avec acharnement à son adoption. Alors, j'y reviendrai. Mais cette déclaration, finalement, a été adoptée en 2007, ce qui a renforcé donc, le statut international des peuples autochtones, sans cependant modifier la trajectoire du Québec, si on veut, de façon significative, en particulier, sans remettre en question ni son existence comme État indépendant, ni son territoire. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est la deuxième idée importante, c'est si le droit international sur les peuples autochtones a été renforcé, quel est son effet sur le Québec indépendant? Alors, le droit, et là, il faut entrer dans l'évolution du droit à l'autodétermination des peuples, un sujet que Daniel Turk connaît bien. Mais la réponse courte, c'est que le droit à l'autodétermination est à géométrie variable. Et dans le cas des Autochtones d'Amérique du Nord ou des Amériques, il ne confère pas un droit à un État souverain, il confère un droit à une autonomie substantielle à l'intérieur d'un État souverain. Alors, c'est une dimension nouvelle du débat sur l'accession à l'indépendance, mais ce n'est pas le droit constitutionnel qui nous offre la solution, ce n'est pas le droit canadien, même si le droit canadien, en parallèle, a évolué aussi dans le même sens, mais d'une autre manière. Le droit international, lui, formule les choses autrement, ne dit pas les choses de la même façon que le droit canadien, globalement suit la même tangente, mais s'applique à tous les États souverains, alors que le droit canadien, évidemment, va cesser de s'appliquer au Québec souverain. Ce qui veut dire que, pour un juriste qui anticipe l'accession à l'indépendance, si je me place dans le rôle d'un futur conseiller juridique du gouvernement du Québec au moment de l'accession à l'indépendance, je dois dès maintenant tenir compte non seulement de la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones qui n'existait pas en 1995, mais je dois également tenir compte de la jurisprudence de la Cour internationale de justice, pas celle de la Cour suprême du Canada. Je reviendrai là-dessus également. Donc, la deuxième idée principale, c'est que ce qu'il y a de nouveau en droit international depuis 1995, c'est un droit international à l'autonomie autochtone, qui existe aussi en droit canadien, mais qui est formulé de façon différente en droit canadien,
Et le Québec souverain ne sera pas tenu de reprendre le droit canadien à son compte, mais il sera tenu de respecter, je présume que le Québec souverain voudra respecter le droit international, alors il sera tenu de respecter la trajectoire et l'évolution du droit international plutôt que l'évolution du droit canadien. Les deux se recoupent, mais seulement partiellement. Alors, on peut penser que dans le droit du Québec souverain, on peut écarter le droit constitutionnel canadien, repartir sur de nouvelles bases, mais il faudra tenir compte de cette nouvelle contrainte, si on veut, ou de ce nouveau paramètre juridique qui est l'évolution du droit international. Donc, c'est la deuxième idée de base. La troisième, c'est une série de propositions que j'ai énoncées dans mon texte, à la fin de mon texte, pour concrétiser ce que j'appelle le droit à l'autonomie des peuples autochtones au Québec, qui s'inspire en partie du droit canadien, tout en sachant que c'est à la discrétion du nouvel État souverain de la République du Québec de prendre dans le droit canadien ce qui fait son affaire, ce qui a bien marché peut-être, ou ce qui a moins bien marché, mais aussi il a de la discrétion entière, comme État souverain, d'innover, tout en respectant les paramètres, si on veut, principaux du droit international. Donc, je présume que le Québec souverain voudra respecter le droit international. Je présume qu'il ne voudra pas avoir à se justifier devant la Cour internationale de justice, comme Israël, par exemple, cet été. Alors, et l'été prochain, parce que c'est pas fini les procédures judiciaires contre Israël. Alors, je présume, donc j'essaie d'anticiper, j'essaie de proposer un modèle de souveraineté du Québec qui tient compte de l'évolution du droit international, mais qui ne tient pas compte, ou beaucoup moins compte, du droit canadien, parce qu'il ne s'applique pas à nous, et s'appliquera pas à nous, et parce qu'il a évolué selon une trajectoire qui lui est propre, et qui ne s'impose pas d'emblée. Autrement dit, il y a différentes façons de respecter le droit international. Ce n'est pas la seule façon canadienne qui est la bonne. Et il y a d'autres modèles, et le Québec, la République du Québec peut certainement innover et apporter une nouvelle façon de concevoir, d'interpréter, de mettre en œuvre le droit international nouveau au Québec. Donc ça, ce sera par l'entremise de son nouveau droit constitutionnel. Alors, ce qui m'intéresse en bout de ligne, c'est ça, ce sera ça ma conclusion, c'est la relation entre le nouveau droit constitutionnel du Québec, souverain, de la République du Québec, élaboré en concertation, dans une large mesure, avec les peuples autochtones, et qui s'éloigne, je dirais, du rapport de domination qu'ont connu tous les peuples coloniaux des Amériques envers les peuples autochtones, et qui établit une nouvelle relation, à mon avis, plus saine avec les peuples autochtones du Québec. Alors, c'est le portrait général de mon propos et de mon texte dans l'Action nationale. Donc, je commence avec la distinction entre l'application du droit international et le droit constitutionnel. Alors, je vous ai dit que c'est le droit international qui s'appliquait. Maintenant, le droit international, de façon traditionnelle, avant le 20e siècle, n'a connu qu'une seule façon d'accéder légalement à l'indépendance pour un pays qui veut se détacher ou se séparer d'un autre, c'est par la violence, par la force. Alors, l'exemple classique, c'est la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 du Congrès des États-Unis. Et dans une affaire récente que Gilbert connaît, l'affaire du Kosovo, parce qu'on l'a regardé ensemble on était ensemble chez les IPSO, les intellectuels pour la souveraineté, quand cet arrêt-là a été rendu. Donc, un arrêt majeur, de jugement majeur de la Cour internationale de justice en 2010 sur la légalité des déclarations unilatérales d'indépendance. La Cour internationale de justice a dit les déclarations unilatérales d'indépendance, c'est légal en droit international
depuis au moins le 4 juillet 1776. Alors, si Stéphane Dion vous dit que c'est pas légal, là, envoyez-le promener. Il ne connaît pas son histoire. Il ne connaît pas son histoire, il ne connaît surtout pas le droit international. Alors, et ce qui est clair dans le renvoi sur la sécession, ça j'ai oublié de le dire, c'est qu'on a amené la Cour suprême à admettre que c'est le droit international qui prévaut et que le droit canadien ne peut pas le contredire fondamentalement. Alors, donc, mais ce que la Cour internationale de justice a dit en 2010 dans l'affaire du Kosovo, c'est tout le monde peut émettre une déclaration d'indépendance, c'est illégal, mais c'est ce qui se passe après qui compte. Et ce qui se passe après, c'est quoi? Bien, traditionnellement, avant le 20e siècle, c'était une guerre. C'était une révolte. C'était ça se décidait par la fortune des armes. Bon, alors, et donc la déclaration d'indépendance de 1776, elle avait une condition suspensive, si on veut, pour sa légalité. C'était à condition que vous gagniez votre guerre d'indépendance, avec l'aide de la France, dans ce cas-là, avec l'aide critique du marquis de Lafayette. Alors, c'est ce qu'on appelle en droit international le principe d'effectivité. Alors, pour le droit international, contrairement au droit constitutionnel, l'indépendance, c'est une question de fait. Est-ce qu'une telle autorité étatique contrôle, oui ou non, une partie du globe, un terrain, une population, un territoire? Alors, oui, c'était le cas, évidemment, en 1781, après la bataille décisive de Yorktown, à la fin de la guerre d'indépendance des États-Unis, suivi du second traité de Paris, c'est-à-dire nous, on a eu une autre en 1763, 20 ans plus tard, en 1783, un autre traité de Paris reconnaissait, dans ce second traité de Paris, l'Angleterre a dû reconnaître l'indépendance des États-Unis. Alors, c'était le moyen classique pour le droit international de reconnaître, d'accepter légalement l'existence d'un nouvel État, c'était par la force. Et ce moyen classique existe toujours, il n'est pas illégal. Nous en avons deux exemples au 20e siècle. La guerre d'indépendance de l'Irlande en 1920, qui s'est imposée au Royaume-Uni, et évidemment la déclaration d'indépendance unilatérale d'Israël en 1948, qui s'est imposée aussi par la force et qui a été reconnue par les États-Unis le même jour. Donc c'est faux de dire que même si maintenant on a d'autres moyens d'accéder légalement à l'indépendance, c'est faux de croire que le moyen ancien, le moyen classique, n'existe plus ou qu'il est illégal. Et ce n'est pas illégal d'accéder à l'indépendance par la force. Maintenant, ce qui est arrivé au 20e siècle, c'est une alternative, un moyen pacifique, civilisé, négocié, démocratique d'accéder à l'indépendance. Et encore une fois, ce sont les Scandinaves, ces gens bien raisonnables, qui nous ont montré la voie. Alors, c'est le cas de l'accession à l'indépendance de la Norvège en 1905, qui s'est séparée de la Suède pacifiquement. Au départ, c'était seulement une déclaration d'indépendance du Parlement de la Norvège, qui est en quelque sorte une province de la Suède. Et la Suède exigeait comme seule condition qu'il y ait un référendum par la suite, et le référendum a été remporté à plus de 98%, quelque chose du genre. Alors, tout ça s'est déroulé de façon pacifique et démocratique. Alors, ce nouveau modèle, donc, est apparu comme étant évidemment plus civilisé que l'ancien, mais n'a pas remplacé l'ancien. Il s'ajoute à l'ancien. Et ce qui est important de retenir dans notre cas à nous, c'est que c'est le modèle également suivi par le Canada. Le Canada est issu de ce nouveau modèle d'accession à l'indépendance pacifique, alors que le Royaume-Uni, l'Angleterre, il a fallu une guerre d'indépendance pour que l'Irlande accède au même statut que le Canada. Mais donc, dans l'Empire britannique, vous avez eu les deux situations. Vous avez eu la guerre d'indépendance irlandaise, mais vous avez eu aussi le scénario pacifique, négocié et démocratique de l'accession du Canada à l'indépendance, qui s'est ultimement réalisé avec l'adoption d'une loi majeure appelée le Statut de Westminster en 1931. Donc, la voie privilégiée par le Parti québécois, c'est la même que celle suivie par le Canada. Ce n'est pas évidemment un scénario d'insurrection suivi par les Patriotes. Les Patriotes, eux, ont voulu suivre le modèle des Américains. S'ils avaient réussi, les Patriotes, ça aurait été tout aussi légal en droit international. Mais évidemment, ça aurait été tout à fait illégal en droit constitutionnel britannique.
Donc, le scénario de violence dont je vous ai parlé souligne l'incompatibilité à ce moment-là du droit international et du droit constitutionnel dans le scénario de rupture violente. Évidemment, la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 était inconstitutionnelle en droit britannique. Donc, la vision classique de l'accession à l'indépendance, c'est toujours une rupture illégale en droit constitutionnel. Alors que la vision nouvelle, issue de la Norvège et suivie par le Canada, négociée et pacifique, crée une légalité interne. On suit une légalité dans l'État prédécesseur, dans ce cas-ci, le Canada, si on se sépare, qui s'ajoute à la légalité internationale, qui est parallèle, deux légalités autrement dit. Mais ça ne veut pas dire que la légalité constitutionnelle est nécessaire encore aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le droit international impose de respecter la Constitution du Canada. Ça fait juste dire que c'est une option de plus, une modalité de plus, qui a été ajoutée par le droit international. Si, autrement dit, le droit international regarde les faits. Si le fait, c'est que vous réussissez par la force, bravo, vous êtes reconnu, vous êtes légal, c'est-à-dire vous êtes un État légal. Si le scénario, c'est que vous avez négocié qu'il y ait un référendum ou non, encore là, le référendum n'est pas exigé par le droit international. Mais si vous avez négocié avec succès de manière pacifique, ben, pour le droit international, c'est tout aussi légal. Évidemment, c'est privilégié, on encourage ça, les solutions pacifiques, mais les deux avenues demeurent légales. Et je dirais même qu'une deuxième distinction à faire dans le scénario pacifique, c'est avec le consentement de l'État prédécesseur, donc un scénario de souveraineté-association, si on veut, ou ce que suivit le Canada avec le Royaume-Uni, ou pacifique, mais sans consentement de l'État prédécesseur. Ça veut dire quoi, ça veut dire l'État prédécesseur, le Canada, tolérerait la présence de facto d'un État souverain sans le reconnaître, établirait peut-être des relations économiques avec lui, mais sans que le droit constitutionnel canadien l'ait accepté. Alors, donc, il y a le scénario violent, il y a le scénario pacifique, mais dans le scénario pacifique, il y a encore là deux possibilités, avec ou sans le consentement du Canada. Et tout ça, c'est accepté par le droit international. Le droit international n'exige pas de référendum. Les Tchèques et les Slovaques se sont séparés sans référendum. Le droit international va entériner les faits sur le terrain, même des faits violents, si la situation est stable. Mais si la situation est pacifique, bien sûr que c'est valorisé, que c'est encouragé. Alors, donc, il y a une série d'options. Le Parti québécois a choisi une approche parmi d'autres. Évidemment, il exclut avec raison, je pense, le recours à la force, mais il s'est imposé une obligation référendaire qui n'existe pas dans le droit international. Donc, le scénario d'élection référendaire est tout à fait légal dans le droit international. Donc, il y a une plus grande flexibilité du droit international que ce qu'on a voulu bien croire jusqu'ici. Dernier point là-dessus. Ce qui est tout à fait remarquable dans un jugement majeur de la Cour suprême du Canada, le renvoi sur le rapatriement de 1981, c'est que notre Cour suprême du Canada est incapable de situer avec précision la date de l'indépendance du Canada, de son pays. Demandez-vous à la Cour suprême des États-Unis, c'est quoi la date de l'indépendance? Ils vont vous dire, le 4 juillet 1776. Ils ne diront pas, ben ça dépendait de l'issue de la guerre, etc. Mais c'est une date ferme et claire. Mais ce que la Cour suprême du Canada a dit, ça s'est passé entre 1919 et 1931. C'est un continuum. Et qu'est-ce qui est arrivé en 1919? Après la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont accepté qu'on signe le traité de Versailles, que le Canada signe de manière distincte le traité de Versailles, ce qui lui conférait tout de suite une personnalité juridique internationale. C'est un traité majeur, reconnu par le monde entier, et qui a créé d'ailleurs la Cour de justice internationale. Donc, le Canada était de facto un État souverain, mais il n'a pas été reconnu en droit interne par une loi britannique avant 1931. Donc, il y a eu un continuum de 12 ans, 1919 à 1931, où il y avait une souveraineté de fait, une souveraineté réelle, reconnue par le droit international, mais pas reconnue par le droit constitutionnel britannique.
Alors, ça, c'est les deux se sont rejoints seulement en 1931. Autre distinction aujourd'hui de nos jours entre le droit international et le droit constitutionnel, c'est le cas de Taïwan. Taïwan est, aux yeux de la Chine, en totale rupture avec le droit constitutionnel chinois. C'est une province séparatiste, c'est une province qui s'est séparée de façon totalement illégale, à tel point qu'ils veulent en avoir par la force. Mais aux yeux du droit international, même si Taïwan n'est pas reconnu par les États-Unis ou le Canada, par très, très peu de pays, c'est un État stable, c'est un État démocratique, c'est un État prospère, et même que les États-Unis, on ne sait pas avec Trump, mais envisagent de le protéger contre une éventuelle attaque chinoise. Donc, c'est un État qui existe dans les faits, une existence de facto en droit international, même si son existence est totalement inconstitutionnelle. Ils n'ont pas fait de référendum. Et ils n'ont pas fait de référendum, et ils n'ont même pas fait de déclaration d'indépendance. Le droit international non seulement n'exige pas un référendum, il n'exige même pas une déclaration d'indépendance. Alors, autrement dit, l'État peut exister dans les faits de différentes façons. Et dans le cas de Taïwan, ça a été jusqu'ici démocratique et pacifique, mais on ne sait pas si ça va le rester. Alors, ces règles de base-là, malgré l'émergence de droit international autochtone, demeurent. Elles demeurent et s'appliquent toujours au cas de l'indépendance du Québec, même si, et là j'y arrive, alors je vais devoir accélérer, même si j'y arrive au droit émergent à l'autonomie du Québec, de l'autonomie autochtone. Donc, ce droit émergent à l'autonomie autochtone est en gestation, si on veut. Ça fait partie du débat général sur la portée du droit à l'autodétermination des peuples en général, mais c'est vraiment la Déclaration des Nations Unies de 2007 sur les droits des peuples autochtones qui l'a cristallisé ou qui l'a énoncé. Et il est clair, cette déclaration confère un droit ou reconnaît un droit à l'autodétermination au peuple autochtone, mais tout de suite à la fin, il y a l'article 46 qui dit que, et ça c'est l'article qui a vraiment rebuté et retardé la signature par les peuples autochtones de cette déclaration-là, c'est que rien dans la déclaration ne permet de remettre en cause l'intégrité territoriale d'un État souverain. Donc le socle demeure. Le fondement traditionnel du droit international, qui est la souveraineté des États, demeure tel quel, mais on reconnaît aux peuples autochtones des droits importants à l'intérieur des États souverains. Alors, le Canada, sa position a beaucoup évolué là-dessus. Il a été un des 4 États s'opposer à la déclaration, essentiellement à cause de son impact sur la gestion des ressources naturelles. Ça je n'ai pas pu en parler dans mon texte, dans les contraintes d'espace que j'avais, mais dans un texte futur, j'analyserai cette question-là. Mais, de toute façon, le droit canadien évolue dans la direction d'une reconnaissance qu'il faut partager les fruits du développement des ressources naturelles avec les peuples autochtones. C'est ce que dit la déclaration également. Alors, ça va faire partie du contexte juridique international. Mais le Canada, donc, a évolué considérablement. Le gouvernement de Paul Martin a voté contre la déclaration. Le gouvernement de Stephen Harper, sous la pression interne des Autochtones et internationale, l'a accepté tout en essayant de se soustraire à ses principales dispositions. Le gouvernement Trudeau y a adhéré immédiatement en prenant le pouvoir. Et en 2021, il a franchi une autre étape. Il a introduit la déclaration des droits des peuples autochtones dans le droit interne canadien. Donc ça, c'est une décision majeure que le Québec souverain aura à prendre. Est-ce qu'il en fera autant pour ce qui est de la déclaration des droits des peuples autochtones? Quelle sera la relation? Ça suppose de répondre à une question encore plus importante. Je sais que Daniel Turc y a longuement pensé. Fondamentalement, quelle sera la relation entre la Constitution du Québec, la République du Québec et le droit international? Il y a différentes options là aussi qui se présentent et le droit international peut s'appliquer directement dans certains pays ou indirectement ou plus difficilement dans le cas d'autres États. Donc, fondamentalement, ça fait partie de cette réflexion plus globale. Quelle sera la relation entre la Constitution du Québec souverain et le droit international? Mais on peut dire que pour être, je dirais, un citoyen responsable du monde, une partie constructive, un membre constructif des Nations Unies, par exemple,
certainement qu'il faudra montrer patte blanche et adhérer au principe de la déclaration. Donc, les modalités resteront à la discrétion de la République du Québec. Mais le principe, c'est-à-dire le fait qu'il y a un encadrement de plus en plus présent du droit international sur les peuples qui comptent des peuples, sur les États qui comptent des peuples autochtones sur leur territoire, cet encadrement sera plus ou moins lourd selon le traitement donné aux peuples autochtones au Québec. C'est-à-dire qu'il pourra être question de contestation internationale ou d'un regard plus poussé ou plus sévère des institutions internationales, notamment de l'instance internationale sur les peuples autochtones aux Nations Unies, sur le Québec souverain, s'il est jugé qu'on ne respecte pas les éléments principaux de la Déclaration des Nations Unies. Donc, il y a une trajectoire qui est maintenant propre au droit international émergent du 21e siècle, vers une reconnaissance d'un droit à l'autodétermination modulé, limité, adapté, je dirais, aux circonstances historiques propres des peuples autochtones des Amériques, qui ne remettent pas en question l'existence des États, mais qui peuvent peser de plus en plus sur les règles constitutionnelles que se donne cet État. Et je termine là, ce point-là en disant que l'été dernier, la Cour internationale de justice a rendu un jugement majeur sur la Palestine et Israël. Elle a décrété que l'occupation israélienne était illégale, que l'État israélien pratiquait l'apartheid et que le droit d'autodétermination du peuple palestinien était violé. Mais dans les paramètres du droit à l'autodétermination, il y a des cas où le droit à l'autodétermination donne droit à un État souverain, mais pas dans tous les cas. Et dans le cas précis de la Palestine, la Cour internationale de justice a décidé que la Palestine, le peuple palestinien, avait droit à un État souverain, dans le contexte du démembrement des États coloniaux classiques, français, ottomans, dans le cas des Palestiniens, c'est ottoman, ou britannique. Mais cette logique-là de l'ouverture à un droit à un État souverain ne s'applique pas ou n'a jamais été transposée aux peuples autochtones des Amériques. Un petit bémol, le droit international a beaucoup évolué depuis 50 ou 100 ans en particulier. Il est apparu, je dirais, de façon incertaine ou esquissée après la Première Guerre mondiale. Le président Wilson, après la Première Guerre mondiale, le président des États-Unis, qui était le seul professeur de droit international à devenir président des États-Unis, donc a innové en insérant ce droit-là, a anticipé aussi sur l'évolution des institutions internationales et a créé la Société des Nations, en tout cas a été un des principaux architectes. Évidemment que s'est effondré dans les années 30, mais qui est ressuscité avec les Nations Unies. Et dans la Charte des Nations Unies, là, le principe du droit d'autodétermination a été clairement affirmé pour tous les peuples en principe, mais après de très longs débats qui se sont étendus sur plusieurs décennies, il est clair que ce droit-là, et comme je l'ai dit tantôt, est à géométrie variable et qu'il donne un droit à un État pour certains, mais il ne donne pas un droit à un État souverain pour les peuples autochtones. C'est un droit à l'autonomie, c'est clair. Donc, comment concrétiser, là je termine là-dessus, comment concrétiser ce droit à l'autonomie dans le Québec souverain? Je précise encore une fois que la Constitution du Canada, son interprétation par la Cour suprême du Canada ne seront pas déterminantes. Le Canada ne jouera pas un rôle déterminant dans ce dossier. Et dans la négociation future entre le Québec souverain et le Canada, parce qu'il y en aura une nécessairement sur les questions économiques, le Québec peut très bien choisir de ne refuser de discuter de la question autochtone avec le Canada en disant « ça ne vous concerne plus, ce n'est plus de vos oignons ». Et il n'y a rien dans le droit international qui l'obligerait à négocier avec le Canada sur cette question-là. Mais cependant, à sa discrétion, s'il croit que c'est opportun, le Québec, dans un traité avec le Canada, pourrait rassurer les peuples autochtones du Québec en disant ben, on va avoir globalement, dans la Constitution du Québec souverain, des
comment dire, des droits semblables inspirés du droit international. Ça peut être un engagement vague comme celui-là, si on veut, si on le juge opportun, mais ce sera à la discrétion du gouvernement du Québec dans ces négociations. Comme conseiller juridique, j'offrirai les deux options au gouvernement du Québec en disant la clé, c'est pas le traité avec le Canada, qui sera essentiellement économique de toute façon. La clé, ce sera la nouvelle Constitution du Québec. Et là, il faudra évaluer dans quelle mesure on se sent contraint par le droit international et dans quelle mesure on voudra innover et aller de l'avant avec un nouveau droit constitutionnel différent du droit constitutionnel canadien et qui n'établit pas des rapports de domination ou des rapports coloniaux qu'on trouve dans le droit constitutionnel canadien, malgré des efforts pour s'en éloigner avec le gouvernement Trudeau. Donc, quelles sont les mesures concrètes que j'ai proposées? Bien, il y en a une demi-douzaine. Je vais les énumérer rapidement. On pourra en débattre dans la période des questions. Mais donc, autrement dit, ce que je veux que vous reteniez, c'est que le droit à l'autonomie autochtone ne sera pas établi par une relation de droit international avec le Canada. Il sera établi par un nouveau droit constitutionnel québécois. Alors, autrement dit, c'est bien beau la Constitution du Canada, mais c'est seulement une façon de faire, qui est douteuse d'ailleurs, assez critiquable, certainement contestable à certains égards, louable à d'autres égards. Mais ils sont très imparfaits. On ne parle pas de la Constitution américaine, mais ça c'est un autre monde. Mais un autre monde encore plus critiquable. Mais donc, comment inscrire le droit à l'autonomie autochtone le droit international à l'autonomie des peuples autochtones du Québec dans la Constitution de la République du Québec? Alors, j'ai proposé quelques mesures. En droit canadien, on a un concept majeur qui s'appelle l'obligation fiduciaire, qui est totalement indépendante de ce qu'on trouve dans les traités ou ailleurs dans la Constitution. Et c'est cette relation fiduciaire-là qui est finalement le principal moteur du développement du droit autochtone au Canada. Ça, je propose, et c'est fondé sur le concept de l'honneur de la couronne. Alors, c'est ça qui mène à des compensations de milliards de dollars pour les pensionnats, par exemple, ou pour la violation de traités. Alors, les tribunaux ont joué un rôle très actif pour inventer cette obligation fiduciaire et pour la constitutionnaliser. Moi, je propose de dire que ça, c'est une bonne idée et qu'elle devrait être prise dans la Constitution du Québec, peut-être balisée, parce que là, elle est entièrement à la discrétion des tribunaux dans le cas canadien, mais qu'une obligation fiduciaire, ça veut dire, on reconnaît au départ qu'il y a une relation déséquilibrée entre les peuples autochtones et la République du Québec, qu'il y a une inégalité de puissance économique et autres, d'une démographique également, mais que nous, on a une responsabilité de veiller à votre développement, de contribuer à votre développement et de vous traiter de façon équitable. Et là, c'est aux tribunaux à interpréter normalement ce que ça veut dire dans des cas particuliers. Alors, ça, je le reprendrai dans la Constitution du Québec. La relation fiduciaire avec les peuples autochtones devrait être fondée non pas sur l'honneur de la couronne, évidemment, comme c'est le cas au Canada, mais sur l'honneur de la République du Québec et inscrite dans sa Constitution. Deuxièmement, le gouvernement du Québec devrait formellement annoncer avant l'accession à l'indépendance qu'il renonce à la cession des droits ancestraux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que dans chaque traité conclu au Canada, depuis son origine, depuis la conquête, le droit britannique s'est voulu innovateur en étant le premier à reconnaître les droits autochtones à l'intérieur de son système juridique, ce que les Français n'avaient pas fait. Mais le droit britannique retirait d'une main ce qu'il donnait de l'autre parce qu'il se disait, oui, je suis obligé de signer des traités avec vous, les peuples autochtones, mais la première condition, par contre, c'est que vous m'abandonniez vos droits ancestraux et que vous signiez une clause de cession des droits, c'est la notion de territoire non cédé. Alors, tous les traités au Canada, y compris le premier traité moderne qui est la Convention d'Origine au Québec, contiennent cette clause-là d'abandon ou de cession des droits ancestraux sur le territoire du Québec. Ce que je propose, et ce qui est très, très important pour les peuples, autochtones, tout de suite, ça changera le climat de nos relations avec eux, c'est d'abandonner cette exigence-là, qui est jugée contraire au droit international par les Nations Unies. Les Nations Unies considèrent que le Canada viole le droit international
Pourquoi? Parce que les droits ancestraux sont incessibles, inaliénables, inhérents, comme le droit à l'autodétermination du peuple québécois. Si le Canada nous disait au Québec, OK, on va vous reconnaître dans la Constitution, mais abandonnez pour toujours votre droit à l'autodétermination en retour, qu'est-ce qu'on dirait? Jamais de la vie. Pour les peuples autochtones, c'est la même chose. Alors, la Déclaration des droits autochtones, des peuples autochtones des Nations Unies reconnaît l'équivalent des droits ancestraux, mais ne dit jamais qu'ils peuvent être cédés dans un traité. Pour le droit international, ça ne se fait pas. Alors, ce que ça veut dire, c'est que un traité, c'est une interprétation temporaire, momentanée, qui peut durer plusieurs décennies, mais qui sera renégociée une fois ou deux par siècle. Mais pendant que ce traité-là est en vigueur, c'est ça le contrat. C'est comme ça que les droits ancestraux seront interprétés. Ceux qui sont visés par le traité, parce qu'il y en a qui ne sont pas visés par le traité et qui continueront de subsister par ailleurs. Mais autrement dit, la clause 2.1 de la Convention de la baie James qui éteint les droits ancestraux des Cris ou des Inuits serait rendue caduque, mais ça ne changerait pas grand-chose dans les faits, parce que de toute façon, on renégocie périodiquement la Convention de la baie James. La paix des Braves est un amendement majeur à la Convention de la baie James. On se comporte de toute façon comme si ces droits-là existaient de façon permanente. La Constitution du Québec devrait prévoir la création d'une Chambre haute du Parlement, appelée Chambre des premiers peuples et des régions. Ça pourrait être fait immédiatement, en vertu du droit constitutionnel canadien. L'Assemblée nationale a aboli le Conseil législatif dans les années 60. Donc, c'est une affaire interne qui relève de la Constitution interne du Québec selon la Constitution du Canada. On peut recréer une Chambre haute. Et moi, je pense qu'une de nos priorités, ça devrait être d'intégrer les peuples autochtones dans nos institutions politiques. Il y a différentes façons de le faire. Une autre façon de le faire, c'est de tenir une promesse non tenue que René Lévesque avait inscrite dans une résolution en 1985. Son dernier legs avant de quitter la politique, c'était une résolution de l'Assemblée nationale qui reconnaissait à ce moment-là, c'était 10 nations autochtones au Québec. Il y en a une 11e, les Malécites, qui a été ajoutée plus tard, mais qui reconnaissaient leur droit à l'autonomie à l'intérieur du Québec, on pourrait dire aujourd'hui à l'intérieur de la Constitution du Québec, mais qui promettait aussi, en mars 1985, 2 mois avant la démission de René Lévesque, la création d'une commission parlementaire permanente dédiée au dialogue avec les peuples autochtones. Cette promesse n'a jamais été tenue. Alors ce dialogue-là est épisodique, irrégulier et donc forcément conflictuel parce qu'on ne se parle pas souvent. Et puis le gouvernement du Québec, malheureusement, a tendance à aller voir les interlocuteurs les plus malléables, les plus flexibles. Donc il n'y a pas de dialogue institutionnalisé, il n'y a pas de dialogue soutenu. Et c'est une autre façon d'intégrer les peuples autochtones dans nos institutions politiques. Chambre haute, commission permanente à l'Assemblée nationale. Et une grande leçon aussi à retenir de la Convention de la baie James, c'est qu'il n'y a pas de solution mur à mur au Québec. La Convention de la baie James, je vous le rappelle, elle couvre 2/3 du territoire du Québec. 1 million de kilomètres carrés sur 1,5 million. Elle couvre 3 des 11 Premières Nations du Québec. C'est un grand succès, la Convention de la baie James. Évidemment perfectible, mais un grand succès. Et la paix des Braves, c'est un amendement à la Convention de la baie James signé en 1975. Alors, pour 3 des 11 Premières Nations, c'est réglé. Ils ne peuvent pas raisonnablement demander plus que ça. Ils ont un niveau de vie le plus élevé au Canada. Ils ont une autonomie politique la plus élevée au Canada. Et ça sert de référence pour tout le Canada, la Convention de la baie James. Donc, on l'a respecté, la Déclaration des peuples autochtones dans ce cas-là. Pour 2/3 du territoire du Québec, on peut très bien en être fier. Pour 3 des 11 Premières Nations, c'est réglé, ça ne changera pas, ce ne sera pas à renégocier fondamentalement. La Convention de la baie James, la partie fédérale va être évacuée, mais le Québec va prendre le relais. Donc, le contenu du droit à l'autonomie autochtone, il est là pour 3 des 11 Premières Nations, pour les 2/3 du territoire du Québec. Dans le fond, le problème, c'est les 8 autres. Puis ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution mur à mur, parce qu'à l'intérieur de la Convention de la baie James, il y a une partie Inuit, une moitié Inuit et une moitié Cri, chacun 500 000 km² environ, et les solutions institutionnelles sont très, très différentes. Les négociateurs Cri, les négociateurs Inuits ne se parlaient pas, puis ils sont arrivés
Ils ont demandé des choses différentes au Québec. Donc, c'est comme deux traités dans un. Il y a un tronc commun, mais les solutions institutionnelles, alors ça démontre quoi? Je vais conclure là-dessus. Là, je ne passerai pas en revue toutes mes propositions, mais ça démontre quoi? Un, il n'y a pas de solution mur à mur. Deux, les solutions sont étroitement associées à la décentralisation régionale, parce que la clé dans la Convention de la baie James, c'était de créer des MRC+, des MRC Inuit, des MRC Cri, en plus de leurs institutions ethniques, ce qui fait qu'on les a accordés à nos institutions publiques dans ces deux régions-là, le Grand Nord de l'Arctique et la région de la baie James. Ils font partie intégrante de l'MRC. Ce que je propose, c'est de faire la même chose pour, pas toutes les MRC du Québec, toutes les MRC où il y a une présence autochtone significative, et ce ne sera pas une solution uniforme, mais une solution adaptée à chaque région. Donc l'intégration, si on veut, dans nos institutions politiques, elle se fait à 3 niveaux. Elle se fait par une commission parlementaire permanente à l'Assemblée nationale, en nommant à une Chambre haute un représentant par Première Nation. Ça fait 11 représentants sur environ, je dirais, 35 membres de la Chambre haute qui représentent les régions. Les pouvoirs de cette Chambre haute seraient définis par l'Assemblée nationale. Et troisièmement, au niveau des MRC, mais là, ce serait différent, négocier MRC ou région par région avec des solutions propres à chacune. Ça se peut qu'il n'y ait aucune présence autochtone, par exemple, à Montréal, quoique je propose qu'il y ait au moins un représentant autochtone dans chaque région au conseil de ville, mais il y a des régions où la présence autochtone est beaucoup plus faible que dans d'autres, on s'entend. Donc, les solutions seront différentes, les traités seront spécifiques, ce seront des traités régionaux. Alors, ce que je propose, je termine vraiment là-dessus, c'est un traité général avec les peuples autochtones qui n'a pas à être négocié avant l'indépendance, qui peut être négocié après, mais l'engagement doit être pris avant l'indépendance. Un traité général qui établit ce cadre et qui fera partie de la Constitution du Québec. Ça ne donne pas un droit de veto aux Autochtones pour le principe de l'indépendance elle-même. Ça ne donne pas un droit à la partition du Québec, mais ça dit que dorénavant, tous les projets de développement régional, tous les projets de développement des ressources naturelles, on va faire ça ensemble. On va s'asseoir et on va trouver des solutions gagnant-gagnant. Et donc, dans la plupart des régions, mais pas toutes, parce que je pense qu'en Estrie, il n'y a pas une grande présence autochtone. Donc, il y a peut-être, mais ce sera donc à géométrie variable à niveau interne québécois, comme c'est à géométrie variable dans le monde. Merci, André.